à faire une présentation qui sera surtout axée sur la diverticulite, mais je vais rappeler brièvement quelques mots sur la diverticulose. Donc, concernant les quelques définitions de base, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'un diverticule? Donc, comme on le voit sur l'image que j'ai mise sur le côté, c'est vraiment une hernie de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculeuse. Cette hernie se fait au niveau d'une zone de fragilité et cette zone, ça correspond au point de pénétration des vaisseaux droits au travers de la couche musculaire. Donc là, on a mis avec Jean-François une petite photo pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, parmi les autres définitions à connaître, c'est qu'est-ce que la diverticulose colique. Donc, quand on parle de diverticulose, c'est la présence de plusieurs diverticules qui sont non compliqués. Quand on parle de plusieurs, ça peut aller de quelques-uns à quelques centaines. La diverticulite, c'est l'inflammation ou l'infection d'un ou plusieurs diverticules. Et quand on parle de maladie diverticulaire, à ce moment-là, on reprend la diverticulite, ses complications, mais aussi l'hémorragie diverticulaire. Et si on a un tout petit peu de temps, je parlerai brièvement de l'hémorragie diverticulaire parce qu'il y a des petites notions intéressantes. Donc, quelques mots sur la diverticulose pour commencer brièvement. Donc, il faut savoir que la diverticulose, donc les diverticules au niveau du côlon sont essentiellement placés au niveau du sigmoïde. Pourquoi le sigmoïde? Parce que c'est une zone à haute pression et qu'à ce niveau, les selles sont solides. Il faut savoir que seuls 10 à 15% des patients atteints de diverticulose auront une forme manifeste et que la prévalence de diverticulose augmente avec l'âge. Donc, pour vous donner une idée, les patients qui ont plus ou moins 85 ans, on retrouvera 80% de ces patients qui auront une diverticulose. Donc, c'est quand même énorme, ce qui est en opposition avec l'Asie et l'Afrique rurale, parce que chez nous, en Europe, il y a eu des changements tant alimentaires qu'environnementaux. Il faut savoir que les complications de la diverticulose, y compris la diverticulite, augmentent avec l'âge. Et là, c'était pour vous donner une petite ordre d'idée de chiffres. Donc, sur 100 diverticuloses, il y en aura de 20 à 30 qui passeront en diverticulite et seuls 4 à 5 qui devront être opérés. Donc, quels sont les facteurs de risque? Donc, ici, c'est très important, on est toujours dans la diverticulose. Donc, il y a 3 facteurs de risque essentiels. Donc, l'âge, comme je viens de le dire, l'alimentation pauvre en fibres et riche en protéines animales. Donc, il faut savoir que les fibres alimentaires vont réduire le volume de sel et donc vont augmenter le volume de sel et donc réduire le temps de transit. Donc, il y a 2 grandes études qui ont été faites, des études plus par le passé et une nouvelle étude dernièrement. Donc, la première théorie, c'est que le fait de manger peu de fibres va diminuer le contenu cholique, entraîner une hyperactivité motrice et une hyperpression intraluminale. Mais il y a des toutes nouvelles études qui ont été faites dernièrement qui montrent que les gens qui mangent peu de fibres vont avoir un impact, une modification sur l'homéostasie immunitaire et il va y avoir un jeu d'inflammation chronique à bas bruit. Et enfin, le dernier facteur de risque, c'est l'obésité. Donc là, pour rappel, quelques sources de fibres à conseiller au quotidien aux patients. Il y aura des petites notions particulières par rapport aux fibres à voir par la suite. Donc, si on parle maintenant de la diverticulite. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est que le mécanisme de transformation de la diverticulose en diverticulite n'est absolument pas connu et que ni la taille ni le nombre ne sont des facteurs prédictifs de cette transformation, de cette évolution. Donc concernant la pathogénèse, donc, je viens d'expliquer qu'une alimentation riche en fibres diminue le risque de diverticulose. Par contre, une fois qu'on a une diverticulose, manger des fibres ne va rien changer au fait de passer en diverticulite. Et que la probabilité de survenue de la diverticulite, elle est d'autant plus élevée que les diverticules vont apparaître soit tôt dans la vie, ou soit chez le sujet d'âge plus élevé. Et la prise d'AINS est un facteur de complication. Donc, concernant toujours la pathogénèse, quand on parle de diverticulite, il y a toujours perforation, que ce soit une micro-perforation ou une macro-perforation. Donc, si j'ai une micro-perforation, alors j'ai une atteinte qui reste localisée. Je peux avoir un abcès ou un phlegmon, mais qui reste péridiverticulaire, avec une absence de complications septiques locorégionales. Par contre, dans les macro-perforations, là, l'abcès est de plus grande taille et l'abcès peut rester non confiné avec les fistules et les péritonites. Donc, en termes de pathogénèse, quels sont les organismes qu'on retrouve essentiellement dans la diverticulite? Donc, bien retenir que c'est une infection qui reste polymicrobienne avec essentiellement des anaérobes et des bacilles gram-négatifs. J'ai mis les principaux germes retrouvés ici sur la dia. Donc, on a des formes simples et des formes compliquées. Il faut savoir que dans les 3/4 de cas, ce sera une forme simple. Si la forme devait se compliquer, quelles sont les complications? L'abcès,
La fistule, lorsque ça fistulise, ça peut être vers l'intestin grêle, vers la vessie, vers le grand épipion ou encore au niveau cutané. Et enfin la péritonite si j'ai une perforation de mon côlon. Et j'ai des formes, dans 25% des cas de diverticulite, qui seront des formes récidivantes. Là, faire attention, si j'ai des formes récidivantes, j'ai quand même un risque d'évolution vers un rétrécissement, voire une obstruction. Donc, quand le patient arrive en salle d'urgence, quand est-ce que vous devez penser à une diverticulite? La diverticulite, vu qu'on vient de le voir, les diverticules étant essentiellement situés au niveau du sigmoïde, c'est un petit peu l'appendicite à gauche d'une certaine façon. Donc, c'est des patients qui vont arriver avec des douleurs abdos au niveau de la fosse iliaque gauche, qui irradient parfois vers l'aine. Les douleurs peuvent être vives, paroxystiques ou continues. Et parfois, à l'anamnèse, le patient va exprimer que les douleurs sont soulagées par l'émission de sel. On peut avoir des symptômes généraux tels que la fièvre, une tachycardie, des nausées, vomissements. Concernant le transit, il n'y a pas de règle, c'est soit de la constipation, soit de la diarrhée. Le patient peut exprimer avoir vu des traces de sang dans ses selles. Et alors, je vais vous exprimer quelques infos par rapport aux symptômes urinaires. Donc, toujours également penser à une diverticulite face à 3 symptômes, donc la pyurie stérile, la pneumaturie et la fécalurie. Donc, je peux avoir une pyurie stérile si l'inflammation s'est étendue à mon système urinaire. Et en cas de fistulisation vers la vessie ou l'urtère, à ce moment-là, j'aurai une pneumaturie associée à une fécalurie. Concernant l'examen clinique, je vais avoir un patient qui aura des douleurs au niveau de la fosse iliaque gauche. Le patient peut être en défense et alors je peux parfois palper une masse. La percussion, ce n'est pas la règle absolue, mais je peux parfois avoir un météorisme. Donc en salle d'urgence, vous aurez fait votre bio. Là, pas grand-chose de bien concret, particulier, la diverticulite, hormis une CRP et les blancs qui se majorent. Dans les formes non compliquées, ce n'est pas la règle d'or, mais dans les formes compliquées, là, je pense qu'on aura quasiment toujours ces 2 éléments. Donc face à ces 2 éléments, on a un patient où j'ai une clinique où je me dis, je pense que c'est une diverticulite, la biocolle aussi. Comment est-ce que je peux faire le diagnostic? Il faut savoir que c'est le scan qui reste le meilleur examen. Donc sa sensibilité, sa spécificité sont tous deux supérieures à 95%. Pourquoi pas l'écho? Mais alors là, j'ai besoin d'un radiologue qui est expérimenté. Alors, il faut à tout prix éviter l'endoscopie et éviter le lavement baryté parce que c'est comme ça que je peux risquer une perforation. Alors, si à un moment donné, réellement, on est face à un diagnostic qui n'est pas évident et que je voudrais exclure une autre cause, si je souhaite aller en rectoscopie, alors il faut que l'insufflation soit vraiment minimale. Donc là, on avait mis une petite photo là pour que vous voyez les images de scanner, voir un petit peu ce que ça donne. Et alors, un point clé qui vous concerne un petit peu moins en salle d'urgence, mais qui est important à savoir, c'est qu'il faudra, nous, en salle, quand le patient partira, ou alors, des fois, on laisse quand même rentrer les patients chez eux, comme je vais vous l'expliquer, il faudra toujours expliquer aux patients qu'il faut une colonoscopie 6 à 8 semaines après résolution de l'épisode pour s'assurer qu'il n'y ait pas une lésion coexistante de type néoplasie derrière. Et comme j'allais dire, on ne le fait pas trop tôt pour le risque de perforation. Donc, quand le patient revient du scan, à ce moment-là, donc nous, nos radiologues ne le font pas forcément, mais avec les éléments qu'ils écrivent dans leur protocole, on peut, nous, à ce moment-là, faire la classification de Hinchey. Il existe plusieurs classifications, mais c'est quand même la classification qui reste la plus utilisée. Donc, elle se répartit en 5 stades. Le stade 0 n'est pas écrit sur la dia, mais le stade 0, c'est quand je n'ai pas du tout d'abcès. Le stade 1, j'ai un abcès de moins de 4 cm, mais qui reste confiné au niveau de la graisse péricolique. Le stade 2, il fait toujours moins de 4 cm, mais alors à ce moment-là, il est à la distance du côlon. Et puis les stades 3 et 4, c'est les péritonites purulentes et les péritonites stercorales. Donc là, c'est un petit peu loin pour vous, mais je pourrais vous donner le diaporama pour que vous puissiez regarder les images des différents stades. Donc là, vous êtes à l'étape en salle d'urgence, vous avez fait votre diagnostic de diverticulite. Et c'est un peu, je pense, le point qui vous intéresse probablement le plus, c'est de savoir comment je traite ces patients et qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'il peut rentrer à la maison? Est-ce qu'il doit être hospitalisé près de nous en gastro? Alors, le traitement ambulatoire, donc je peux laisser rentrer mon patient à la maison si j'ai une diverticulite simple, sans complications, que l'abcès fait de moins de 4 cm et qui reste localisé au niveau péricolique, c'est-à-dire, comme on vient de le voir, les Hinchey 0 et 1. À ça, il faut rajouter des conditions. Le patient doit tolérer une réhydratation orale et le patient ne doit pas être immunodéprimé. Si je prends la décision que mon patient rentre dans ces critères-là et que je le laisse rentrer, qu'est-ce que je dois lui prescrire, qu'est-ce que je dois lui recommander? Donc, obligatoirement, une réévaluation médicale dans les 48-72 heures, des antalgiques et des antispasmodiques, un régime sans fibres, parce qu'on sait que les fibres crues vont à ce moment-là augmenter les douleurs parce qu'elles ont un effet irritant. Et la question à 1000 points, faut-il prescrire un antibiotique à ces patients-là?
Donc, si on prend les guidelines ici faits dans l'antibioguide du CHRH, comme on le voit, les patients avec grade 0 et 1, il n'y a pas d'antibiotiques recommandés, ce qui correspond en fait avec les recommandations actuelles européennes qui disent que l'antibiothérapie n'est plus justifiée car au final, dans les stades 0 et 1, on se demande si ce n'est pas plutôt un processus inflammatoire qu'infectieux. Cependant, soyons bien honnêtes, en Belgique, ce n'est pas encore du tout dans notre pratique courante. La plupart du temps, on traitera quand même ces patients, soyons honnêtes, par de l'augmentin ou alors une association ciproflagile. À la cipro, on ajoute le flagyl en plus pour une couverture anaérobe. Si on se lance dans un antibiotique, il y avait quand même par le passé des études qui avaient été faites où on mettait ces antibiotiques. C'est vraiment les nouvelles études qui disent que ce n'est plus nécessaire. Dans ces études, on parlait d'une durée d'antibiothérapie de plus en plus courte, c'est-à-dire de 3 à 5 jours. Et là aussi, on travaille, je pense, globalement un peu tous off guidelines. Parce qu'en réalité, qui prescrit des antibiotiques pour une si courte durée? Je pense qu'on ne le fait pas, soyons honnêtes. Voilà, donc dans les INCHE 0, on aura tendance à mettre de 5 à 10 jours, donc c'est-à-dire 7. Et dans les INCHE 1, c'est-à-dire on laisse quand même partir le patient où on se dit qu'il a un abcès. Soyons honnêtes, nous, enfin voilà, on en a parlé entre nous et voilà, il y a d'autres médecins qui travaillent comme nous, on aura tendance à mettre quand même 15 jours d'antibiotiques, mais on sait que ce n'est pas du tout dans les guidelines et on aura même tendance à pousser un peu le bouchon et demander un scan de contrôle au bout des 15 jours, mais là aussi, ce n'est pas dans les guidelines. Par contre, ce qui est vraiment dans les guidelines, c'est que dans tous les cas, il faut que le patient soit réévalué au plus tard dans les 3 jours, parce que s'il n'évolue pas correctement au bout de 3 jours, c'est qu'il faut réinvestiguer. Alors, à ce moment-là, vous avez pris votre décision antibiotique ou pas antibiotique. Vous allez laisser rentrer le patient chez lui probablement, mais la question, c'est vraiment s'assurer du suivi de votre patient. Qui va le surveiller dans les 48 à 72 heures? Est-ce que c'est possible d'aller voir le médecin traitant? Est-ce qu'on peut trouver une consultation rapprochée? Et là, nous, on se dirait que si ce n'est pas possible d'organiser ce suivi, alors on recommanderait quand même d'hospitaliser le patient. Et alors, nous, on se disait en interne, en équipe, que c'est peut-être d'autant plus le cas une hospitalisation sans antibiotiques pour que nous, on puisse les surveiller. Là, peut-être qu'on se disait que peut-être que vous, Urgentis, c'est peut-être nous, on serait plus à l'aise de se dire il n'a pas d'antibiotiques, mais il est hospi, qu'il n'a pas d'antibiotiques, mais il est à la maison. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire. Donc la surveillance est importante, le patient doit avoir un contact médical s'il se dégrade, et de toute façon il doit avoir un contact médical après 3 jours. Alors si vous êtes en journée et qu'il y a un traitant qui est réactif, ça vaut peut-être la peine de lui passer un coup de fil en lui disant je ne mets pas d'antibiotiques, c'est fait exprès, c'est pas recommandé, et il faut voir comment il évolue, et si dans 3 jours il n'évolue pas bien, à ce moment-là le traitant rescanne éventuellement, fait un contrôle de bio et on revoit. Si le fait d'avoir un contact avec le traitant va permettre d'éviter qu'on tourne en rond, parce que si on ne met pas d'antibiotiques, quand il reverra le traitant après 48 heures, lui il en mettra. Et puis à l'inverse, si on en met, le traitant se dira mais puisque tout le monde en met, on va continuer à en mettre, alors que c'est plus une recommandation, on n'avancera pas. Donc je pense que pour arriver à faire changer le paradigme, il faut vraiment qu'il y ait une coordination entre deux lignes. Et soyons clairs, je pense que ce sera plus facile avec les jeunes médecins généralistes qu'avec les anciens qui ont des habitudes qui sont parfois assez ancrées, mais les jeunes généralistes ont été plus éduqués à faire attention à ne pas donner des antibiotiques dans tous les sens. Donc je pense que si on discute avec eux en leur disant et en expliquant aux patients on ne met pas d'antibiotiques, c'est normal et on surveille, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Encore faut-il qu'ils soient disponibles. Ouais. Ça, c'est le cas où tu as un médecin traitant, tu sais qui c'est, il te répond, tu es en journée, on est bien sûr. Si tu te retrouves le soir ou la nuit, la question c'est qu'est-ce que tu fais à 2h du matin ou à 10h du soir, et voilà, donc ça va être un peu au cas par cas. Et on se retrouve probablement par excès à hospitaliser des gens pour des diverticulites non sévères, simplement pour une question de surveillance. Malheureusement. Alors ensuite, à l'opposé, quand est-ce qu'il faut par contre d'office hospitaliser le patient? Si j'ai un abcès soit de moins de 4 cm mais qui est à distance du côlon, donc un INCHE 2, ou si j'ai un abcès de plus de 4 cm, dans les formes compliquées toujours, un patient qui ne tolère pas l'hydratation orale, une personne âgée, une personne immunodéprimée. Alors nous on a rajouté le patient chez qui le suivi est impossible à organiser en externe. Alors il faut savoir que 70 à 80% des patients qui seront hospitalisés avec une diverticulite aiguë auront un traitement médical conservateur considéré comme efficace. Alors,
ces patients, il faut se poser la question du drainage. Faut-il ou non drainer? Alors, un abcès qui fait moins ou qui est égal à 2 cm, de toute façon, le drainage, il n'est pas possible, tout simplement. Un abcès qui fait entre 2 et 4 cm, les études montrent qu'il y a une efficacité qui est semblable entre l'antibiothérapie seule et une antibiothérapie associée à un drainage. Du coup, on choisira l'antibiotique seul. Par contre, dans les abcès de plus de 4 cm, là, il faut vraiment associer un drainage à l'antibiothérapie. Concernant l'antibiothérapie, donc ici, on est vraiment dans les grades 2, INSHEP 2 et plus. Qu'est-ce que je vais choisir comme antibiotique? Donc, je vais choisir une céphalosporine de 2e génération avec du métronidazole versus une C3G avec du métronidazole. Donc, cela dépend de l'épidémiologie locale. Nous, au CHRH, parce que l'antibiotique guide est assez récent, on favorise sur les C2G. Mais si on ne va pas plus loin qu'au CHU de Liège, ils sont déjà passés à la C3G. Donc, je pense qu'on va passer à la C3G dans... La C3G depuis 4-5 ans. oui, avant nous. C'est ça qui était intéressant en fait. En faisant des prélèvements de bactéries de manière régulière au bloc opératoire et de manière systématique, le labo suit la flore locale. Oui. Et comme on avait des taux de résistance aux INSF qui étaient relativement limités, on a pu continuer à utiliser des INSF. Donc on a gagné, comme tu le dis, 4-5 ans par rapport à la rocéphine, par rapport à la C3G. Et ça permet d'avoir une flore qui est un peu moins, enfin, qui n'a pas été inondée de rocéphine depuis 5 ans. Là maintenant qu'on a en réseau que les antibiotiques vont être fusionnés et ainsi de suite, probablement que les recommandations, ce sera de passer à rocéphine fragile, ce qui est pour le nursing aussi plus facile puisque c'est une injection par jour pour les deux, plutôt que les 3 injections et ainsi de suite. Mais on a pu, avec cette attitude prudente, validée par les résultats de labo, donc ce qu'on fait ne sort pas de n'importe où, économiser 4-5 ans sur le fait de monter en puissance. Et alors, j'anticipe une question que vous pourriez poser, parce que ça semble assez logique. Pourquoi est-ce que je laisse rentrer le patient sous augmentin et que je ne l'hospitalise pas avec de l'augmentin? Parce que là, on a de plus en plus d'Escherichia coli résistants à l'augmentin. Et à l'inverse, pourquoi alors ne pas laisser rentrer le patient avec une C2G à la place de l'augmentin? Parce que le Zinat Perros, c'est un très bon antibiotique pour les infections des voies urinaires, par exemple, mais au niveau digestif, c'est vraiment pas top comme antibiotique. Et donc là, la durée de l'antibiothérapie, c'est généralement 5 jours qui est recommandée. Et donc là, nous, une fois que le patient arrive en salle avec son antibiotique, il faudra obligatoirement qu'au bout de 48-72 heures, on réévalue l'efficacité de l'antibiothérapie. En l'absence de réponse favorable, il faudra répéter les examens à la recherche soit d'une complication ou alors d'un autre diagnostic. Donc là, moi, je vais passer très rapidement parce que Jean-François va vous en reparler un peu plus en profondeur. Une petite question au sujet de la durée du régime sans résidus. C'est plus ou moins, parce que parfois on les laisse retourner, on a déjà vu des patients avec des régimes sans résidus de 6 mois ou plus. Il y a un délai ou il y a des guidelines là-dessus Tu peux répondre ou pas? À la grosse 7 à 10 jours de strict et puis on évolue dans les pays. C'est ça. Ludivine est notre diététicienne en salle de gastro. Donc généralement, nous on fait 7 à 10 jours de sans résidus. Alors, on ne devrait même plus parler de sans résidus. Là, depuis quelques jours, je vais me faire gronder. Ah oui, les régimes alimentaires ont changé. Donc c'est le pauvre en fibres strict. On va plus noter sans résidus. Non. Mais quand on parlait toujours de sans résidus, ça c'est juste une petite parenthèse. Il y avait les sans résidus stricts et larges. La seule différence, c'est le lactose. Le lactose, on s'en fout. Donc on peut aller en sans résidus large, mais je ne peux plus parler de ça. Mais c'est 7 à 10 jours et puis on élargissait vers de l'épargne digestive pour quand même réintroduire progressivement les fruits et légumes, d'abord sous forme cuite avant que ce soit sous forme crue. Donc c'est les formes crues qu'on repousse le plus longtemps. Donc, quelle est la place de la chirurgie? Donc, quand est-ce qu'il faut faire une résection du côlon en urgence? Donc, il y a plusieurs critères. Bon, le patient qui a une bactériémie incontrôlée, la péritonite généralisée, le patient qui va se détériorer de façon assez aiguë, l'obstruction persistante, si le patient ne répond pas au traitement médical. Et alors, face à un patient fragile, il faudra en discuter avec le chirurgien. En urgence, je fais un Hartmann, mais Jean-François va t'en parler plus longtemps après. Il y a aussi la chirurgie élective, donc la sigmoïdectomie. Donc, dans les diverticulites de stade 1 et 2, on peut toujours discuter au cas par cas avec le chirurgien face à une fistule, face à une sténose cicatricielle, face à des récidives fréquentes qui impactent la qualité de vie du patient. Et après un épisode assez compliqué, il y a des cas controversés. C'est aussi le jeune patient de moins de 40 ans, parce qu'on sait qu'il peut faire des formes sévères. Comme je vous l'avais dit au départ, c'est soit les jeunes patients, soit les plus âgés, qui partiraient fréquemment pour des road trips à l'étranger où les soins médicaux ne seraient pas adaptés.
Et enfin aussi des cas à discuter au cas par cas parce qu'on sait que tous nos patients qui sont transplantés, immunodéprimés, sont des patients qui, après un premier épisode, risquent de faire un second épisode plus compliqué. Et donc ça, il faut toujours discuter avec le chirurgien de si on justifie qu'il faut faire une chirurgie élective. Cependant, il y a quand même une grosse balance bénéfice-risque parce que ça reste des patients extrêmement fragiles. Mais Jean-François vous l'expliquera, est-ce qu'il ne faut peut-être pas mieux le faire à froid que le faire en toute urgence chez ces patients? C'est la question. Donc là, je vous ai mis un algorithme de la haute santé, de l'autorité de santé, qui reprend en fait exactement de ce qu'on vient de dire. Il y a un algorithme pour les formes simples, un algorithme pour les formes compliquées. Alors, je vais faire très rapidement un tout petit point sur les hémorragies digestives et puis je passerai la main à Jean-François. Donc, un point qui est super important, c'est que souvent les gens oublient, mais l'hémorragie diverticulaire n'est absolument pas une complication de la diverticulite, c'est une complication de la diverticulose. Le saignement a lieu au niveau du collet du diverticule et c'est lié à des phénomènes ischémiques. Il faut savoir que l'hémorragie diverticulaire représente environ 25 à 40% des causes d'hémorragie digestive basse, qu'elle est favorisée par la prise d'aspirine, INS et d'alcool. Le taux de récidive après un premier épisode est de moins de 15%. Par contre, si le patient a déjà fait 2 épisodes d'hémorragie diverticulaire, il risque de refaire dans 50%. Donc, il a une chance sur 2 de refaire un épisode suivant. La localisation, c'est toujours pareil, hein, c'est sigmoïde et côlon gauche essentiellement. Et là, en salle d'urgence, vous êtes face à des patients qui ont généralement des rectorragies indolores. Souvent, elles ne sont pas massives et souvent, c'est un sujet plutôt âgé. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Alors, le diagnostic peut se faire en colonoscopie, en artériographie ou en angioscan. Il faut savoir que l'hémostase endoscopique n'est pas souvent réalisée, mais elle pourrait être efficace et qu'une autre alternative est l'embolisation radiologique sous réserve que dans 75% des cas, le saignement va s'arrêter spontanément. Il faut donc limiter un maximum la chirurgie, elle sera réservée aux échecs. Et alors, à distance de la période hémorragique, là aussi, on peut solliciter l'avis de nos confrères chirurgiens pour discuter d'une colectomie prophylactique. Voilà, si le patient a déjà eu 2 épisodes, qu'il a une chance sur 2 de refaire encore un épisode, ça se discute avec le chirurgien. Et je passe la main à Jean-François. Ah. On est fort embêté par On est fort embêté pour les anticoagulants, les patients qui saignent sur des problèmes d'hémorragie diverticulaire. Quand ils sont sous anticoagulants, le problème c'est qu'on fait partie des 25% qui ne s'arrêtent pas. Et puis on a des patients qui sont parfois problématiques, donc on se retrouve chez des patients qui ont des contre-indications à la chirurgie puisqu'ils sont sous anticoagulants, avec des saignements qui ne sont pas contrôlés. Et donc ça, c'est les patients qui sont parfois un peu délicats. Donc on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir faire des chirurgies en plusieurs temps, simplement parce qu'on doit les opérer en urgence sous anticoagulants. On ressèque le morceau qui est diverticulaire, on fait une chirurgie à minima et puis on attend que les anticoagulants soient plus efficaces pour pouvoir faire une chirurgie dans un deuxième temps. Ça, c'était pour meubler le temps que la technique suive. C'est une façon différente de représenter les choses, mais c'est les mêmes choses que ce que Emeline a dit. Pour les patients qui ont des formes qui sont non compliquées, donc le INCHE 0, ou pour des diverticulites non sévères INCHE 1, le traitement va être un traitement médical. La place des antibiotiques, on en a discuté, et puis alors les antalgiques et le régime. Pour l'intervention chirurgicale en urgence, elle est justifiée par la péritonite. C'est le sepsis qui va induire l'intervention. Donc, vous appelez pour un patient qui a une diverticulite. La question, c'est est-ce qu'il est septique ou pas? C'est est-ce qu'il y a une péritonite qui est localisée fossiliaque gauche ou est-ce que la péritonite est généralisée? Il faut se méfier des patients qui ont une longue boucle sigmoïdienne parce que sur un œdéicosigmoïde, on peut avoir des douleurs d'un sigmoïde qui arrive quasiment dans le flanc droit. Donc ça, c'est parfois effectivement piégeux, mais avec le scan, on le voit très bien. Et donc, à l'examen clinique, la question, c'est est-ce qu'il a mal juste à gauche ou est-ce qu'il a mal à droite aussi? S'il a une douleur, un rebond à droite, c'est qu'il y a une péritonite généralisée. Et donc ça fait partie des éléments qui vont nous induire vers la chirurgie. Ça coïncide avec le scan, hein, donc ça coïncide avec les péritonites purulentes INCHE 3 et stercorales INCHE 4. D'ailleurs, la différence entre les deux INCHE 3 et INCHE 4 est extrêmement difficile à dire en radiologie. Le radiologue, c'est
assez difficile de dire si c'est des selles ou du pus qu'il y a dans le ventre. En général, il dit qu'il y a du liquide dans le ventre, il dit qu'il y a de l'air, qu'il y a une perforation, et puis il se limite à ça. Et alors, comme on le disait, on peut prévoir des interventions chirurgicales planifiées de sigmoïdectomie s'il y a plusieurs épisodes, si les symptômes perdurent entre les crises. Donc des gens qui ont fait une crise, la crise s'améliore, elle est traitée, mais après 3, 4, 5 semaines, ça continue. Si les douleurs continuent, ce n'est pas, pas le phénomène infectieux qui continue. Ça ne sert à rien de rajouter des antibiotiques, c'est plutôt le processus inflammatoire local. Et donc là, effectivement, il faut se poser la question de savoir si on ne va pas vers une chirurgie à froid. Et alors, les formes qui vont être compliquées d'une fistule ou d'une sténose, donc ça, c'est des formes pour lesquelles on n'aura pas de restitution de l'état initial. La sténose, donc le côté fibreux du côlon qui n'est plus souple, qui ne se mobilise plus correctement, en fait, ça ne va jamais récupérer. Donc, si on a une sténose fixée, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où, en général, il n'y a pas d'urgence, mais il faudra planifier une chirurgie. Et donc, les patients sont parfois référés par les gastro-entérologues en disant « je n'ai pas de lésion d'image de cancer, mais j'ai un rétrécissement qui est fixé, et donc il faut faire quelque chose pour cette sténose ». Quand la sténose reste en place et évolue, surtout chez les patients âgés qui banalisent un peu, on peut avoir des occlusions complètes sur ces sténoses avec des images inflammatoires pseudo-tumorales. Et donc parfois on se retrouve avec des patients qui, en salle d'urgence, on dit il y a une grosse masse, il y a une grosse sténose néoplasique, et puis en fait sur le napate définitif c'est bénin, simplement sur un processus inflammatoire qui est chronique. La fistule, pareil, une fois que le sigmoïde s'est drainé dans la vessie, classiquement, en fait, ce trajet ne va jamais cicatriser, donc il va y avoir des infections urinaires à répétition. Donc, INCHE 1, c'est un petit abcès qui est autour du côlon. Donc ça, c'est effectivement la question du traitement médical, mais la question importante, c'est de savoir si on la laisse rentrer ou pas, en sachant qu'il faut une surveillance. La deuxième question qui est derrière, c'est est-ce qu'on met des antibiotiques ou pas pour ces patients-là. L'INCHE 2, c'est l'abcès qui ne va pas être localisé autour du côlon, mais à distance, ailleurs dans la cavité péritonéale et souvent dans le pelvis. Donc on a du liquide qui va couler et qui va faire un abcès dans la partie basse de la cavité abdominale. Donc là, les patients sont hospitalisés et la question, comme Emeline vous l'a dit, c'est la question du drainage radiologique. INCHE 3, INCHE 4, le patient est en péritonite, donc il faut l'opérer parce qu'il est en péritonite. Et puis, c'est au bloc opératoire qu'on fait la différence entre INCHE 3 et INCHE 4. Il y a deux principes de traitement. Il faut traiter la péritonite et il faut traiter la cause de la péritonite. Donc, il faut laver la cavité abdominale pour éliminer le pus. Il faut rincer la cavité abdominale. Avec ça, on va contrôler le sepsis. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du trou? Puisqu'il y a une perforation qui a causé la péritonite, il faut traiter cette perforation. Il y a deux attitudes qui ont été proposées. La première, c'est simplement de mettre un point de suture ou mettre un drain en contact de la perforation et de s'en aller sur la pointe des pieds. C'est ce qu'on appelle le lavage-drainage. Ça fonctionne bof moyen. En fait, la plupart des gens sont quand même réopérés dans les suites, soit à court terme, soit à distance. Le seul intérêt de cette technique-là, c'est de pouvoir éviter une résection du côlon en urgence et de pouvoir la planifier à froid en électif. Mais les taux de succès sont très limités. Donc, on a des augmentations de la morbidité, on a des augmentations de la mortalité. Donc, c'est une technique qui a plutôt été abandonnée. Et donc, ce qu'on fait classiquement, c'est une résection. Donc, on va couper le côlon du dessus, couper le côlon du dessous et retirer le morceau qui est malade. La grosse différence, si on compare la péritonite diverticulaire avec la péritonite appendiculaire, c'est que pour l'appendicite perforée, on peut faire un traitement en une fois qui va être complet. On peut traiter la péritonite et on peut traiter la cause, on retire l'appendice et le problème est réglé, le patient n'a plus à être opéré. On fait ça parce qu'en fait, on a très peu de complications sur l'appendicectomie, même en cas de péritonite. Par contre, quand on fait une colectomie, il faut reconnecter le côlon d'amont et le côlon d'aval. Et donc, cette anastomose entre le côlon d'amont et d'aval est à risque de fistule. Quand tout va bien, on parle de 5 à 10%, mais en cas de patient non préparé, en urgence, dans des conditions qui sont problématiques, on peut monter jusqu'à 20-25%. Et donc, si on opère quelqu'un d'un problème de péritonite et puis qui fait une perforation secondaire sur son anastomose et qu'on est reparti pour un tour, ça devient extrêmement compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est une stratégie en deux temps. On règle le sepsis, on résèque la zone qui est malade et on fait une colostomie d'amont. Donc, les selles vont s'évacuer dans une poche qui va être temporaire.
qui va rester au moins 3 mois, le temps que le patient récupère. Et puis, il y aura une nouvelle intervention chirurgicale pour fermer cette poche. Le problème, c'est qu'il y a plein de patients qui ne sont jamais réintégrés, notamment les patients âgés. On ne va jamais prendre le risque de refaire une intervention alors que la situation est stabilisée. Donc ça, c'est un des inconvénients du Hartmann. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a cette stomie. Donc là, on a proposé d'autres types de techniques, soit des connexions, mais alors protégées avec une ilostomie sur le grêle, soit des résections sans stomie. Ça, c'est vraiment à voir en fonction des conditions locales et surtout en fonction de l'état du patient. Si on a un patient immunodéprimé, sous corticoïdes, diabétique et machin, on va effectivement préférer un traitement plus radical. Le lavage-drainage, je vous en ai parlé. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stomie. On peut le faire en laparoscopie, mais il y a beaucoup d'échecs et surtout, on va se retrouver à devoir de toute façon opérer les patients, souvent au vu de dernières études qui montraient qu'effectivement la morbidité était nettement majorée. On a préféré changer de stratégie et plutôt aller vers des résections. Et donc, le INCHE 4, c'est la péritonite stercorale. Donc, c'est des selles qui sont dans la cavité abdominale. Et là, pareil, même stratégie, on lave la cavité péritonéale, on draine et on résèque la zone qui est problématique. L'antibiothérapie, à mon sens, doit être commencée en salle d'urgence. Donc, on a un patient qui est septique, on a un patient qui n'est pas bien. Dès qu'on a le diagnostic, je pense qu'on peut commencer les antibiotiques. Alors, il y a toujours cette histoire du si je mets les antibiotiques, le prélèvement qui sera fait en salle d'opération risque d'être négativé. Mais quand on a un patient qui n'est pas bien d'un point de vue septique et quand, pour des questions d'organisation, il faut parfois temporiser une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant de l'amener au bloc, je pense qu'il faut commencer le traitement le plus rapidement possible. Et le traitement, c'est le traitement du sepsis, de la péritonite. Le patient va être opéré dès que ça va être possible. Et donc, on va laver, resséquer la zone qui pose problème. Souvent, ce sera une laparotomie, simplement parce qu'avec l'infection, l'intestin se met en iléus, donc l'intestin va être gonflé, et donc on n'aura pas de place pour travailler en laparoscopie, de 1. De 2, il y a un caractère d'urgence lié à la péritonite et au sepsis, donc le but, c'est d'aller vite pour traiter l'infection, et donc là, on va être plus rapide en laparotomie qu'en laparoscopie. Et voilà, c'est ce que je vous disais, dans certains cas, on peut discuter éventuellement de faire une connexion, surtout si on a plutôt un INCHE 3 débutant, qu'on l'a pris à temps chez un patient jeune, on va éviter la stomie. Et sinon, on fait la résection et la colostomie, le Hartmann. Ça sera discuté au cas par cas en péropératoire. Mais de toute façon, anatomiquement, puisque c'est une pathologie du sigmoïde et pas du rectum, on laisse le rectum en place. Donc, il y aura une possibilité de fermer cette poche. La poche qui va être faite, anatomiquement, on pourra la fermer. Les patients qui ne sont pas réintégrés, c'est souvent pour des questions de comorbidité. Donc, si une mamie de 85 ans, effectivement, probablement qu'on ne va pas prendre le risque de la réopérer à froid. Ça, c'était des possibilités. Enfin, c'est un site où on a les différentes images radiologiques scanographiques pour rediscuter de tout ça. Et donc, pour redire une troisième fois ce qu'on a déjà dit, qui est-ce qu'on opère? Les diverticuloses, on ne les opère pas. Il n'y a pas de raison d'opérer un patient qui a des diverticules, sinon on opérerait 80% de la population. Les diverticulites non compliquées, pareil, a priori, on ne les opère pas, donc les INCHE 0. Les INCHE 1, après l'épisode aigu, a priori, on ne les opère pas non plus. Les INCHE 2, quand il y a des crises répétées, quand le type vous dit ça fait 15 fois que j'ai des crises, quand il vous dit qu'il se limite, il ne peut pas partir à l'étranger parce qu'il a peur de faire une crise là-bas, qui garde un fond douloureux, mais ça, c'est des arguments pour aller vers une intervention chirurgicale. C'est plutôt à discuter au cas par cas. Les INCHE 3 et 4, ceux-là, de toute façon, on les opère en urgence. Et donc, le seul critère pour les opérer à froid, c'est quand on fait un lavage chirurgical, mais c'est une attitude qui est quasiment abandonnée. Et alors, ceux qu'on opère aussi, c'est ceux qui ont des complications à long terme qui ne vont pas récupérer, la sténose et la fistule. Pourquoi est-ce qu'on les opère? On les opère parce que la récidive est extrêmement fréquente, surtout pour les classes qui sont plus sévères, donc les INCHE 2 notamment. On sait qu'il y a beaucoup de récidives et on sait que plus il y a de récidives, plus le risque de la récidive suivante va être élevé. Le type qui fait un épisode, on peut attendre le deuxième, mais le type qui en a fait 17, il fera un 18, un 19 et un 20e épisode. Donc quand on arrive à 3, 4, 5 épisodes, là effectivement, on va vers l'intervention chirurgicale. Les patients ne sont pas toujours demandeurs d'une intervention après 1 ou 2 crises, mais une fois qu'ils en ont fait 3, 4, 5, en général, ils en ont un peu marre d'être hospitalisés chaque fois
et d'être limités dans leur vie quotidienne. Donc, en général, ils sont effectivement plus ouverts à la possibilité d'une chirurgie. Pour un peu une des questions que j'avais, c'était à partir de combien de crises est-ce qu'on considère qu'elle est récidivante, et si on est face à une diverticule récidivante, le patient est en salle d'urgence, on le met en gastro ou on tire d'emblée? Alors ça dépend, je pense, de toute façon. Il sera pas, mais, en électif ou non, quoi, mais il sera de toute façon pas opéré en urgence, sauf s'il est dans les critères d'urgence. Donc je pense qu'il doit venir chez nous en gastro, et puis nous on doit l'adresser au chirurgien. Les patients, de toute façon, l'avantage du plateau commun, c'est que la surveillance se fait de manière mixte, sans difficulté. Le patient qu'il faut surveiller de près, c'est celui qui est fragile ou celui qui a un abcès pour lequel on se dit, on croise les doigts pour que ça passe avec un traitement médical, mais il est possible que ça ne passe pas avec un traitement médical. Et donc ces patients-là, c'est pour ça qu'on les hospitalise, c'est pour les surveiller. Et si effectivement on voit que ça n'évolue pas bien avec un traitement médical, ces patients-là doivent être opérés en semi-urgence dans les 2-3 jours qui suivent, quoi, si on voit que la situation se dégrade. Souvent, les récidives sont sur le même tableau. Donc, si on a un patient qui a fait 2-3 crises avec un abcès localisé, avant on disait on vous opère pour éviter la péritonite. C'est pas vrai. C'est-à-dire que souvent, les gens qui font une péritonite INCHE 3, INCHE 4, c'est leur premier épisode. Ils rentrent dans la maladie avec un épisode compliqué. Ceux qui rentrent dans la maladie avec un épisode localisé, en général, les récidives sont du même acabit. Donc, c'est plus facile de leur dire on vous opère pour éviter la péritonite, comme ça il n'y a pas de discussion, mais intellectuellement, ce n'est pas tout à fait correct. L'avantage de les opérer à froid, c'est de pouvoir les opérer par abord laparoscopique, sans stomie, c'est de pouvoir les préparer à l'intervention chirurgicale. Donc on les prépare d'un point de vue diététique, on les prépare au niveau musculaire et respiratoire avec la préhabilitation. Enfin, on se met dans les bonnes conditions, on s'ouvre le tabac si nécessaire. Voilà, on essaye de vraiment bosser en amont de l'intervention chirurgicale pour qu'ils arrivent au mieux possible à l'intervention pour que ça se passe pour le mieux. Et alors, il faut savoir qu'on retire une partie du sigmoïde, enfin on retire le sigmoïde et une partie du côlon. Le problème, c'est que des diverticules, on peut en avoir sur tout le cadre colique, même si la majorité des diverticules sont localisés au niveau du sigmoïde. Et donc, on peut faire des récidives de diverticulite post-opératoire. Donc, effectivement, même un patient opéré peut refaire des poussées de diverticulite. Après, ce n'est pas parce qu'il a été opéré du côlon gauche qu'il n'y aura pas de risque de récidive. Voilà ce qu'on avait à vous raconter dans les grandes lignes. Merci beaucoup.